Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence consacrée au financement de l'économie et aux relations entre les agents économiques qui vous est proposée dans le cadre de votre plan national de formation. Je suis Jérémy Ducrot, économiste à la Finance pour tous et je serai aujourd'hui accompagné de Franck Sédillo, directeur adjoint des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. L'objectif de cette conférence n'est évidemment pas de traiter l'intégralité du sujet, mais plutôt de vous fournir quelques points de repère et quelques pistes de réflexion pour pouvoir l'aborder. La question du financement de l'économie est centrale au sein de la discipline. Elle touche tout d'abord l'ensemble des acteurs économiques, les ménages, les entreprises, l'État, et invite à réfléchir aux moyens de financement de l'activité économique et donc de la croissance économique. Question cruciale en économie. Du fait de son importance, ce thème trouve une résonance toute particulière dans l'actualité. Prenons deux exemples. Au cours de l'année 2020, l'épargne des ménages a fortement augmenté, en particulier des ménages les plus aisés, notamment au cours des deux périodes de confinement. Deuxième exemple, l'État. L'État a vu son déficit public augmenter, en France comme ailleurs, en 2020, du fait d'une part des mesures de soutien apportées à l'économie, afin d'atténuer les conséquences négatives de la récession actuelle, et d'autre part du ralentissement de l'activité économique. Ce déficit public correspond à un besoin de financement, et il est donc primordial de réfléchir à la manière dont l'État se finance. Du fait de son importance centrale en économie, le thème du financement de l'économie occupe une place de choix au sein des programmes, tant de sciences économiques et sociales que de droit et économie en classe de première. Mais il peut également intéresser d'autres disciplines. Nous pensons aux mathématiques, puisque, comme vous le verrez au cours de cette présentation, les statisticiens publics ainsi que les économistes fournissent une abondance de données qui peuvent donc donner lieu à la création d'exercices faits à partir de données réelles. Ce thème peut également intéresser l'histoire-géographie. Nous pensons notamment au fait que, depuis quelques années, le financement de l'économie se fait selon des modalités de plus en plus globalisées et faisant intervenir le reste du monde, ce qui pourrait donc donner lieu à une étude de cas dans le cadre du thème numéro 2 consacré à la mondialisation. La suite de cette présentation est divisée en deux parties. Dans une première partie, je fournirai quelques définitions de concepts clés concernant le circuit économique et le financement de l'économie. Dans une seconde partie, Franck Sédillo vous fournira des données plus précises sur les flux financiers entre les agents économiques ainsi que sur leur patrimoine. Vous pourrez retrouver sur les supports PowerPoint qui accompagnent cette présentation des annexes comportant notamment quelques ressources utiles pour la bonne compréhension de ce thème. Première partie, quelques définitions autour du circuit économique et autour du financement de l'économie. La comptabilité nationale fournit tout d'abord un cadre statistique permettant d'étudier et de représenter de manière simplifiée l'économie. Elle distingue en particulier 6 groupes d'agences économiques qui disposent de ressources similaires et qui ont une activité similaire. Sur ces 6 types d'agences économiques, donc 5 sont des résidents, on distingue tout d'abord les ménages. Les ménages ont pour fonction principale de consommer à partir de leurs ressources issus des revenus primaires ou des revenus secondaires. Aux côtés des ménages, on distingue habituellement les institutions sans but lucratif au service des ménages, qui, comme leur nom l'indique, ont pour fonction principale de fournir des services non marchands aux ménages. Il s'agit ainsi de partis politiques, de syndicats, d'associations, qui fonctionnent grâce aux cotisations de leurs membres et grâce à des subventions éventuellement. En comptabilité nationale, les entreprises sont divisées en deux groupes. D'une part, les sociétés financières, dont l'activité principale est la fourniture de services financiers, et d'autre part, les entreprises non financières, c'est-à-dire celles dont l'activité principale n'est pas liée au domaine de la banque ou de la finance. Enfin, dernier agent économique résident, les administrations publiques, qui regroupent non seulement l'État, mais également l'ensemble des organisations d'administration centrale, comme par exemple les agences régionales de santé, mais aussi les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Comme vous le voyez sur ce schéma, tous ces agents résidents et non résidents, c'est-à-dire le reste du monde, échangent entre eux au sein de ce circuit économique. Ils échangent des biens et des services, ils échangent de la monnaie, des titres financiers, etc. L'objectif de cette présentation est de se concentrer sur l'aspect financier des échanges au sein de ce circuit économique. Plus précisément, le système financier d'une économie met en relation les agents qui disposent de capitaux, c'est-à-dire qui offrent des capitaux, et les agents
qui empruntent, c'est-à-dire qui demandent des capitaux. Autrement dit, on va distinguer les agents qui disposent d'une capacité de financement, ceux dont les recettes sont supérieures à leurs dépenses, des agents qui disposent d'un besoin de financement, c'est-à-dire qui dépensent plus que le niveau de leurs recettes. Et le système financier va permettre de mettre en relation l'offre et la demande de capitaux de ces différents agents. Notez d'ailleurs qu'un agent économique peut être tantôt prêteur et tantôt emprunteur. C'est par exemple le cas de certains ménages qui épargnent, tandis que d'autres s'endettent auprès d'autres agents. Prenons d'ailleurs l'exemple des ménages pour bien comprendre de quoi il s'agit. Les ménages disposent d'un revenu. En comptabilité nationale, on parle de revenu disponible brut. Il s'agit des revenus du travail, salaire, traitement, des revenus du capital, les loyers, les intérêts, les dividendes, auxquels on ajoute les prestations sociales reçues et auxquels on retranche les impôts et les cotisations sociales versées. En 2019, en France, le revenu disponible brut des ménages était de 1 474 milliards d'euros. À partir de ce revenu disponible brut, les ménages ont consommé. La dépense de consommation finale des ménages a atteint en 2019 1 253 milliards d'euros. Le solde correspond à l'épargne. Tous les revenus qui n'ont pas été dépensés sous forme de consommation est défini comme de l'épargne et l'épargne des ménages a atteint en 2019 221 milliards d'euros. À partir de cette épargne, les ménages ont investi, par exemple en achetant leur résidence principale, pour un montant total de 154 milliards d'euros. Et donc nous voyons bien que les ressources des ménages sont supérieures à l'ensemble de leurs dépenses, ce qui correspond, en comptabilité nationale, à une capacité de financement d'un montant total de 67 milliards d'euros. Il est possible de faire le même exercice pour l'ensemble des agences économiques. Les ménages, comme nous le voyons sur ce graphique, disposent généralement d'une capacité de financement, c'est-à-dire que leurs ressources sont supérieures à l'ensemble de leurs dépenses. À l'inverse, l'État, c'est-à-dire les administrations publiques, disposent en général d'un besoin de financement. C'est ce qu'on appelle le déficit public. Pour d'autres agences économiques, la relation est moins claire. Par exemple, les sociétés financières ont, selon les années, un besoin de financement, selon d'autres, une capacité de financement d'un montant relativement faible, un montant relativement faible. Même chose pour les sociétés non financières. Pour les sociétés financières comme pour les sociétés non financières, la capacité ou le besoin de financement dépend des années. Parfois, ces agents ont une capacité de financement, parfois un besoin de financement. En revanche, on constate que le reste du monde dispose d'une capacité de financement envers la France. Ce qui signifie que la France a besoin du reste du monde pour financer une partie de son économie. Par ailleurs, comme vous le voyez sur ce graphique, on distingue très bien le deuxième trimestre 2020, où les ménages ont fortement épargné et où l'État s'est fortement endetté de manière à pallier les effets de la crise du Covid-19. De manière à associer les capacités et les besoins de financement, les agences économiques se retrouvent au sein de ce système financier. Il peut être organisé selon plusieurs modalités, selon qu'ils accordent une part belle aux marchés financiers ou au contraire aux intermédiaires financiers. Dans le cas de ce qu'on appelle la finance directe, les agents économiques à capacité de financement rencontrent directement sur les marchés financiers les agents économiques qui disposent d'un besoin de financement. Au sein de la finance dite indirecte ou intermédiaire, les agents économiques à capacité et à besoin de financement se rencontrent via un intermédiaire financier, tel qu'une banque par exemple. Historiquement, le financement de l'économie était en France très intermédiaire, c'est-à-dire que les banques occupaient un rôle primordial. Depuis une quarantaine d'années, les marchés financiers, c'est-à-dire la finance directe, a pris une importance un peu plus grande. Pour revenir en détail sur l'ensemble de ces flux, je passe maintenant la parole à mon collègue Franck Sédillo qui va vous présenter des données réelles sur ce circuit de financement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérémy vous a présenté quelques éléments théoriques sur la séquence des comptes, la vue d'ensemble du circuit de financement et le rôle du système financier. On va maintenant rentrer plus dans les détails chiffrés. Mais avant, quand même, on va juste faire un pont, ça me semble très nécessaire, entre la capacité de financement et sa traduction
en flux financiers qui sont retracés par les comptes financiers. Alors, à cet effet, je vous ai mis un petit exemple. Alors, imaginons qu'au cours d'une période, donc les ménages reçoivent 100 de salaire et dépensent 85 de consommation. Dans le même temps, ils ont un crédit. Et ce crédit, ils versent au cours de la période 10 de crédit. Ils remboursent 10 de crédit. Ce remboursement de crédit, c'est du remboursement en capital pour 9 et un versement d'intérêt à la banque de 1. Donc dans ce cas-là, le revenu disponible des ménages, il est de 99, c'est-à-dire les salaires qu'ils ont reçus, moins le versement d'intérêt. Et l'épargne, elle est de 14, c'est-à-dire ce revenu disponible, moins les 85 de consommation. Ce qui fait un montant d'épargne de 14, puisque dans mon exemple très simple, on n'a pas d'achat de logement neuf ou d'investissement logement pour parler dans le jargon de la comptabilité nationale. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, cette épargne, elle va se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire que les 100 de salaire, ça fait 100 de versés sur votre compte à vue. Dans le même temps, les 85 de consommation, c'est 85 de prélèvement sur votre compte à vue. Les 1 de versement d'intérêt, vous les versez à la banque, donc ça sort de votre compte à vue. Et puis les 9 de remboursement de capital de votre emprunt que vous avez souscrit antérieurement, vous les versez aussi à la banque. Donc ça vient en moins sur votre dépôt à vue. Et donc du coup, au cours de la même période, la variation des actifs financiers, c'est-à-dire ou la variation de votre dépôt, votre compte courant, elle est que de 5. Mais par contre, vous avez aussi votre dette a diminué de 9, puisque rappelez-vous, vous avez remboursé 9 sur votre capital. Et donc, on retrouve cette capacité de financement de 14, 5 moins 9. Alors, comme vous l'avez remarqué, on parle ici de flux. Mais quand même, j'ai indiqué dans ma petite slide, donc l'épargne, donc ça traite des opérations courantes, donc c'est bien un flux. Mais le compte de capital, c'est-à-dire ce qui permet de passer de l'épargne à la capacité de financement, on appelle ça un compte d'accumulation. Pourquoi on appelle ça un compte d'accumulation ? Tout simplement parce que, en fait, l'investissement, il va venir augmenter votre actif, l'actif logement des ménages, puisque là on parle de ménages. Mais pour une entreprise, il pourrait très bien augmenter l'actif immobilisation corporelle ou incorporelle des bâtiments, des machines-outils, etc. Donc ça, c'est le premier. Et nous aussi, dans le compte financier, donc dans CEVA, donc c'est ainsi un compte d'accumulation, puisque on a des flux d'actifs financiers et des flux de passifs financiers. Et donc, au bout du compte, on aura à la fin un stock. Donc ce flux d'actifs va venir gonfler un stock d'actifs de la période antérieure. Et de la même façon, les flux de passifs financiers viennent grossir le passif financier qu'on avait à la période précédente. Voilà, donc c'est ça qui est quelques notions qui nous semblent importantes, puisque maintenant, je vais vous détailler un petit peu pour les ménages, les entreprises non financières et les administrations publiques, un peu ces flux financiers. Et puis ce patrimoine, je pense que c'est important aussi de parler du patrimoine, parce qu'on oublie un petit peu les grandeurs du patrimoine qui sont quand même assez conséquentes en France. Alors, sur cette diapositive, donc le flux financier des ménages, donc sur le panneau de gauche, vous avez effectivement un récapitalisé des flux pour les années 2018 et 2019, puisque on a l'année pour ces 2 années-là. Et à droite, on vous a mis un petit graphique sur longue période avec la décomposition de ces flux financiers, donc les actifs, les placements et les dettes, en trimestriel sur plus longue période. Et donc ce que je vous disais, donc on voit bien ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est que les ménages, ils ont plus de placements financiers que de dettes financières, donc parce que ils ont une capacité de financement. Et donc, ces placements financiers, on voit très bien qu'ils sont majoritairement, en tout cas en 2019, donc sur 138 milliards de flux annuels, on a 90 milliards à peu près qui sont en numéraire et dépôt. Et puis, l'autre gros paquet vient en assurance vie et épargne retraite, parce que les Français, traditionnellement, placent souvent leur épargne sous cette forme de placement. Et donc, quand on voit le graphique de droite, on récapitule ces flux. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les 3 premiers points de 2020, les 3 premiers trimestres.
Et donc là, ça fait écho à ce que vous disiez aussi, Jérémy, c'est qu'on voit bien que, notamment au deuxième trimestre, eh bien, on a une forte augmentation des dépôts des ménages, de l'ordre qui passe de 30 milliards à 60 milliards, et puis aussi une forte augmentation des placements sous forme d'actions et autres participations. Donc voilà, et donc ça, on voit bien qu'il y a l'effet du confinement, la moindre consommation, un revenu qui a été maintenu par les dispositifs d'aide publique a effectivement entraîné une épargne dite de précaution. Alors, on peut décliner aussi maintenant ce qui se passe en fin de période, donc c'est-à-dire quand on a cumulé ces flux sur l'année 2019, et on arrive au patrimoine des ménages. Et donc là, on voit que le patrimoine des ménages, ils ont des actifs quand même non financiers, donc c'est les logements pour l'essentiel de plus de 8 500 milliards. Ils ont des actifs financiers de quasiment 6 000 milliards, soit un ensemble d'actifs de plus de 14 000 milliards. Et si vous retranchez donc les passifs financiers, donc c'est-à-dire en gros les crédits qu'ils ont souscrits auprès des banques, l'encours de crédit que les banques ont vis-à-vis des ménages, on arrive donc à un patrimoine ou une valeur nette de 12 500 milliards, c'est plus de 6 fois le PIB. Donc c'est quand même des montants conséquents. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on voit qu'effectivement pour le patrimoine financier, il est placé essentiellement sous forme d'assurance vie, 2180 milliards. Après, il y a des actions et puis sous forme de dépôt. Là, dans les dépôts, vous avez des livrets A, des dépôts rémunérés, livrets A, PL et des dépôts à vue. Alors, de la même façon, on peut faire la même chose. On fait la même chose sur les entreprises. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est effectivement les entreprises, elles ont moins de placements financiers que de dettes financières. Donc elles placent moins l'argent qu'elles ne contractent de dettes. Et donc là, on voit bien que donc, sur la trésorerie, donc on avait une trésorerie pour les entreprises de 32 milliards sur l'année 2019, à comparer avec un flux de dettes, c'est-à-dire ce qu'elles ont emprunté, donc à la fois sous forme de crédit bancaire et sous forme, comme on l'a mentionné tout à l'heure, Jérémy, d'appels directs sur le marché financier pour quasiment 100 milliards, un peu plus de 100 milliards d'euros. Donc les emprunts bancaires, c'est 50 milliards et les émissions de titres de créance, c'est-à-dire c'est les obligations que vont émettre les entreprises auprès des marchés pour 40 milliards d'euros. Donc là encore, si on regarde les graphiques à droite, on voit exactement ce qui se passe sur le confinement, pendant le confinement, où là on voit effectivement une explosion de la trésorerie des entreprises sur l'année 2020, et notamment au deuxième et troisième trimestre, et dans le même temps, une explosion des financements qui se montent à plus de 100 milliards, donc des émissions de titres de dette, évidemment, mais aussi beaucoup de crédits bancaires, et là on voit effectivement, c'est des souscriptions de PGE notamment. Alors pareil, on peut décliner pour les entreprises le patrimoine des sociétés non financières. Donc on voit qu'elles ont des actifs non financiers, ce que j'avais dit tout à l'heure, donc des machines-outils, des bâtiments, etc. Donc pour 5 000 milliards en 2019, un peu plus. Elles ont énormément d'actifs financiers. Alors là on voit, c'est 10 500 milliards. Et je vais revenir sur cette particularité. Et donc un ensemble d'actifs de quasiment 16 000 milliards. Et puis elles ont aussi des passifs financiers qui sont très gros. Regardez, 12 800 milliards d'euros. Et là, quand on regarde la ventilation, on a effectivement les appels directs à la finance de marché, donc les titres de créance, finance externe, des crédits aussi. Donc les crédits, c'est les crédits auprès des banques, des crédits entre les entreprises entre elles, c'est-à-dire les crédits intragroupes pour des grandes firmes multinationales par exemple, mais aussi les créances clients et les dettes fournisseurs, puisque les entreprises font beaucoup d'avances entre elles. Et vous avez aussi 8 000 milliards d'actions à leur passif, donc c'est ce qu'elles ont émis, mais vous regardez, à leur actif, elles ont 6 500 milliards. Et donc là, c'est parce que les comptes d'agents qu'on vous présente ici, ce ne sont pas des comptes dits consolidés. C'est-à-dire que nous, on va agréger tous les bilans des entreprises qu'on a. Et donc, on ne va pas netter des opérations entre les entreprises entre elles. Ensuite, on peut faire la même chose pour les administrations publiques. Et donc, sur cette présentation de chiffres, on va parler des administrations publiques. Jérémy en a touché 2 mots. Et donc là, on voit très bien sur les administrations publiques que, effectivement, leur placement financier sur 2019, c'est 16 milliards d'euros contre des flux de dette de plus de 80 milliards d'euros.
Donc évidemment, puisque les entreprises, les administrations publiques, elles ont un besoin de financement à couvrir et donc pour ça, elles recourent. Alors en plus, on voit bien à quoi elles recourent. Elles recourent au marché financier, puisqu'on voit que les émissions de titres de créance, donc ce que vous avez peut-être entendu parler, des obligations assimilables du Trésor, des bons du Trésor, ça représente quasi plus de 70 milliards d'euros sur l'année 2019. Et là, on voit encore aussi, pour faire écho à ce qu'avait dit Jérémy, ce qui se passe pendant la crise du Covid, puisqu'on voit sur les graphiques à droite donc les flux trimestriels de financement des APU et les flux trimestriels de placement des APU. Alors sur le financement des APU, on voit sur les 2 derniers bâtons 200 milliards au T3 2020. Donc évidemment, il faut bien financer les mesures de soutien à l'économie et donc on fait appel au marché. Et en même temps, pour l'instant, les administrations publiques, elles ont réinjecté une partie dans l'économie, mais elles en ont gardé une partie sur leur trésorerie, puisqu'on a encore une trésorerie, donc des comptes de dépôt qui sont un peu plus de 100 milliards d'euros. Mais ça va être réinjecté aussi dans l'économie dans les mois à venir. Alors pareil, sur le compte de patrimoine des APU, là c'est aussi intéressant parce que les APU, on parle toujours du passif des APU, mais aussi elles ont un actif, les administrations publiques. Et donc on voit qu'elles ont des actifs non financiers, puisque les administrations publiques, elles ont des forêts, des ponts, plein de choses, donc pour plus de 2000 milliards. Elles ont effectivement des actifs financiers aussi, un petit peu moins, donc on l'a vu tout à l'heure. Elles détiennent, les administrations publiques, elles ont beaucoup d'entreprises publiques. Il y a quand même des parts dans EDF, des parts dans Aéroports de Paris, des parts dans les entreprises cotées, mais aussi dans les ports autonomes, des choses comme ça. Donc elles ont quand même plus de 600 milliards de parts qu'elles détiennent dans des entreprises. Et puis, évidemment, elles ont des passifs financiers. Et ça, les passifs financiers, c'est la dette que tout le monde a en tête, la dette Maastricht. Alors, ce n'est pas exactement la dette Maastricht parce que c'est une dette qui est consolidée, etc. Mais en gros, ce qu'on voit bien, c'est que la dette sous forme obligataire, c'est plus de 2500 milliards d'euros. Et puis, il y a 300 milliards de crédits qui sont essentiellement des crédits aux collectivités locales. Donc voilà. Mais quand même, on s'aperçoit qu'effectivement, si le patrimoine financier net, c'est-à-dire les actifs financiers moins les passifs financiers, c'est fortement négatif, et ça s'est fortement dégradé pour les administrations publiques entre 2010 et 2019, on passe de moins 1100 à moins 2000 milliards, elles ont quand même un patrimoine, une valeur nette qui est positive, c'est-à-dire qui est quand même ressort à 300 milliards d'euros. Alors là, après, à partir de cela, on peut calculer un certain nombre d'indicateurs, des taux d'endettement, c'est-à-dire on fait le ratio de la dette des entreprises par rapport, donc c'est les bilans par rapport au PIB, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mesurer, taux d'endettement des administrations publiques, etc. Donc là encore, on voit les effets de la crise du Covid dans tous les pays de la zone euro, mais aussi au Japon et aux États-Unis. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ce qu'on a vu, c'est ces positions-là, les positions, donc le bilan. Donc, quelles sont les dettes d'un agent vis-à-vis d'un autre agent? Donc, dans ce slide-là, donc qu'on a intégré, qu'on a appelé le circuit de financement et le qui a qui à fin 2019. Alors, qui a qui, pourquoi? Parce que les ménages, donc c'est la flèche rouge, ils détiennent des actifs vis-à-vis du secteur financier pour 4 546 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est? C'est les dépôts à vue qu'ils ont, ou les dépôts en général qu'ils ont, c'est leur placement en assurance vie, leur placement en part de fonds d'investissement. Voilà. Mais en même temps, et donc ça c'est une dette du secteur financier vis-à-vis des ménages. Mais en même temps, le secteur financier, il a un actif vis-à-vis des ménages pour 1519 milliards d'euros. Et donc, c'est quoi? C'est les crédits qu'ils ont octroyés aux ménages. Donc, c'est effectivement un actif du secteur financier, mais une dette des ménages. Donc, à chaque fois, on peut présenter pour chacun des secteurs, donc c'est ce que je vais faire dans cette slide ici, on peut présenter ça sous forme de matrice. Donc, c'est très simple à voir. Donc, en ligne, vous avez les actifs. Donc, vous avez la ligne 1, c'est le secteur institutionnel, donc c'est les sociétés financières, le secteur financier, les administrations publiques, les ménages, le reste du monde. Et donc, la ligne de cette matrice-là, ça définit les actifs que détiennent chacun des secteurs vis-à-vis des autres secteurs. Donc, les SNF, elles détiennent 1358 milliards d'actifs sur le secteur financier, 199 milliards d'actifs sur les administrations publiques, 103 milliards sur les ménages et 2350 sur le reste du monde, soit un total de 4000 milliards. De la même chose, en colonne, on voit bien que c'est les dettes des SNF vis-à-vis de tous les autres secteurs. Donc elles ont une dette de 2395 milliards vis-à-vis du secteur financier, 372 milliards vis-à-vis des APU, 1033 vis-à-vis des ménages et 2511 vis-à-vis du reste du monde. Et on peut décliner comme ça pour chacun des secteurs.
Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, normalement, on devrait trouver, donc, sur la somme des lignes, on devrait retrouver ce que je vous ai présenté dans les slides précédentes, c'est-à-dire le total des actifs financiers des sociétés non financières, 4 000 milliards, 10 800 milliards pour le secteur financier, 5 862 milliards pour les ménages, etc. Donc cette matrice, elle est évidemment équilibrée, puisque la somme du total des lignes égale à la somme du total des colonnes, et c'est quand même des montants assez conséquents, c'est 30 000 milliards d'euros. Donc si je reviens maintenant à mes petits flux de financement, et ça c'est juste pour faire écho à ce qu'avait dit Jérémy tout à l'heure sur la globalisation, on voit bien que là où il y a des très très gros flux financiers, c'est entre les sociétés non financières et le reste du monde, donc 2 350 milliards d'actifs et 2 500 milliards de passifs, et le secteur financier et le reste du monde, avec plus de 5 000 milliards d'actifs et 4 200 milliards de passifs. Donc ça, c'est la globalisation. Pour les sociétés non financières, par exemple, c'est toutes les participations qu'elles ont dans des sociétés étrangères. Vous pensez à toutes les multinationales qu'on a en France, on en a beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de multinationales étrangères ou d'entreprises étrangères qui investissent en France. Pour les banques, oui, mais les banques, c'est un système global et donc les banques, l'argent, le capital circule de façon instantanée et donc vous avez la réponse. Pourquoi il y a des flux qui sont aussi gros. Alors un dernier je reviens au tableau et j'arrête après sur cette présentation qui était peut-être un petit peu longue. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les SNF, pour les ménages, donc je vous disais que 5 862 milliards, eh bien, c'était peu ou prou ce qu'on avait sur ce que je vous ai présenté dans le compte de ménage, ce qui est vrai, pas complètement, puisqu'il y a 10 milliards d'écart, c'était 5 872 milliards dans le compte que je vous ai présenté, parce que sur cette matrice, vous avez effectivement la diagonale qui n'est pas remplie, parce que comme je l'ai expliqué pour les sociétés non financières, les agents non financiers, ils font des opérations entre eux. C'est-à-dire que les entreprises, elles se prêtent entre elles, et donc du coup, il aurait fallu, dans ce petit graphique, que je mette ce montant-là dans la case ménage, dans l'ellipse APU, dans l'ellipse secteur financier et dans le carré reste du monde. Mais sinon, les chiffres sont parfaitement cohérents. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a été très utile. Et avec Jérémy, on vous remercie de votre attention. Et puis on attend avec impatience les questions que vous allez nous poser. Merci.